Bonjour, bienvenue sur Multiface, le podcast des entrepreneurs multidimensionnés. Ensemble, on va rencontrer ces femmes et ces hommes qui osent, ces audacieux, ces multifacers qui ont décidé d'aligner plusieurs cartes dans leur vie professionnelle et personnelle. Peu importe qu'ils aient réussi ou non, vous et moi allons essayer de comprendre ce qui les incite à repousser leurs limites. Multiface a pour vocation de nous frayer un chemin vers ce qui nous anime, de pousser à l'action et faire évoluer les mentalités. Je suis Grégory Mirabella et merci d'écouter Multiface. Eh bien bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci Greg. Alors écoute Stéphane, merci d'être venu ici pour ce deuxième podcast de Multiface. Multiface qui est donc le podcast dédié aux entrepreneurs multidimensionnés. Donc chers auditeurs, auditrices, avec moi j'ai donc monsieur Stéphane Boiteux. Une personne, un homme que je considère comme audacieux pour plusieurs raisons. Bien que je ne le connaisse pas très bien, faut se le dire. On s'est rencontrés il y a quelques mois de cela, je pense qu'au mois de mai, je ne sais plus. Quelques mois. Et on a eu quelques occasions de discuter ensemble, mais il m'a fallu très peu de temps pour comprendre le type de profil que tu représentes et m'assurer de la pertinence de mon invitation pour ce deuxième podcast. J'espère que tu vas te régaler autant que moi parce que c'est un plaisir de mener à bien ces podcasts. Écoute, déjà premièrement pour nos éditeurs, j'aimerais que tu te présentes. Peut-être pour certains auditeurs auditrices tu seras connu parce que tu auras été l'un de leurs directeurs d'école. Exactement. Mais tu n'es pas que. Tu n'as pas été que directeur d'école et c'est aussi pour ça que tu es là. Donc, écoute, je te laisse la liberté de te présenter comme tu le souhaites. J'aime bien cette idée en fait et merci de l'invitation et de l'occasion de l'échange. Liberté, je vais rebondir là-dessus en fait. D'accord. Liberté, je crois que c'est peut-être ça qui va caractériser le profil. D'accord. Ce multiface, je comprends le concept, mais moi j'ai pas multiface, j'ai peut-être multi-activité dans une même face. Et cette face, qu'elle soit pile ou face d'ailleurs, c'est la même, c'est une face de liberté. D'accord. Je crois qu'en fait, tu vois, si j'avais à me présenter en quelques mots, j'ai toujours essayé d'organiser ma vie. Alors ça peut paraître prétentieux comme ça a posteriori, mais en fait ça a été mon driver depuis le début, en disant voilà, plus tu génères les conditions de ta liberté, plus tu vas t'épanouir. Voilà, ça, c'était un peu mon conducteur. Ça fait un peu prétentieux, mais c'est l'image que j'avais dès que j'étais gamin en fait. D'accord. Tu vois, vivre un peu solo avec ses projets, un peu en décalage par rapport à la génération. Mais je savais où je voulais aller. Enfin, j'avais pas la destination. Je me suis jamais dit tu réussiras ta vie parce qu'il y a ça, mais je savais quel était le chemin que j'avais envie d'emprunter. D'accord. Et ce chemin c'était un chemin de liberté, c'est-à-dire de toujours dans tout ce que j'ai fait et encore maintenant, je touche du bois en espérant que ça dure longtemps, je me suis toujours laissé la possibilité de choisir. Donc voilà, alors ça ça fait un peu conceptuel, mais enfin au-delà de ça c'est le conducteur. Voilà, c'est un peu la cohérence et la verticalité de la personnalité aujourd'hui que je peux décrire, qui est la mienne. Donc moi je m'appelle Stéphane, c'est mon prénom, j'en ai qu'un. C'est bien ça. Voilà. Exactement. Mon nom de famille c'est Boiteux. Ça c'est le patronyme, c'est très important parce que derrière le patronyme, même si j'ai celui de maman aussi, bien évidemment, en arrière-pensée c'est celui de mon père et derrière de toute l'histoire de sa famille et donc de la famille de maman. Donc je suis aussi empreint d'un respect généalogique et je pense que les ancêtres et ceux qui nous ont précédés ont été évidemment des influenceurs de la personnalité qu'on a. Donc si j'avais à me décrire, je suis le fils de mon père et de ma mère et le petit-fils de mes grands-parents et je suis l'heureux papa d'un garçon et d'une fille et l'heureux mari d'une femme qui s'appelle Catherine. Les enfants s'appellent Guillaume et Claire-Marie. Voilà, j'ai 46 ans aujourd'hui et très heureux d'être avec toi et de partager ce temps avec les auditeurs qui veulent bien y consacrer eux aussi un petit peu de temps. Le plaisir est fortement partagé. Monsieur Boiteux. Alors du coup, on va aller plus loin dans les différents
les différents projets professionnels que tu as pu mener à bien. Il y a un projet qui nous lie actuellement, qui est celui de notre cher et tendre microbrasserie La Minotte. Et on fait un gros bisou à Max qui va certainement nous écouter. On l'espère. Il a intérêt. Max qui sera d'ailleurs un invité dans l'un des prochains podcasts. Donc je veux rebondir sur ce que tu mentionnais tout à l'heure, sur le chemin de la liberté. Tu faisais un peu hommage aussi à tes parents. Est-ce que tu t'es senti inspiré dans cette nécessité pour toi d'atteindre ce chemin, ou d'emprunter ce chemin vers la liberté ou de la liberté? Est-ce que tu as été inspiré en fait par tes parents, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu t'es inculqué toi-même? C'est une question intéressante. Je pense inspiré par les parents, oui, nécessairement. Je veux dire, tu sais, surtout quand t'es très jeune, t'es inspiré en boss et en creux. Ouais. Donc t'es inspiré par les choses que tu admires et t'es inspiré par les choses que tu veux pas vivre. Donc en fait c'est un modèle inspirant en creux et en boss, les parents. Je trouve l'environnement familial c'est ça. Tu dis ce truc là, ok, ça c'est leur truc, moi je veux pas ça, et ce truc là, ouais, ça c'est leur truc et moi je veux ça. Donc en fait tu fais après ton chemin entre ce que tu as envie et ce que tu veux réfuter. Voilà. Puis après tu fais la synthèse, et à 45 ans c'est vachement plus facile de parler des choses qui ont potentiellement été tes drivers que quand tu as 14, 15 ou 16 ans. Mais cette histoire de liberté, c'est pas un concept. Moi ça a vraiment été cette idée un peu philosophique en disant voilà, t'es là, je suis l'aîné de la famille, moi j'ai 2 frangins géniaux qui eux aussi sont des modèles inspirants. Oui, je pense que j'ai organisé ma vie puisque j'étais autonome. Mes parents bossaient comme des malades, ils sont à la retraite maintenant mais ils vivent comme des malades, donc c'est certainement là aussi où j'ai été inspiré. Mais je me suis dit, voilà, t'es autonome, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te laisses porter par le flux ou le machin, moi j'ai pas la personnalité pour ça, soit tu dis, bon bah tu mets à profit le temps que tu as pour faire des choses qui te donneront justement l'occasion d'être libre le jour où tu auras à choisir. Donc voilà, je bosse vraiment beaucoup, je pense, mais j'ai une capacité de travail qui fait que c'est pas un inconfort. Et j'ai créé les conditions, oui, d'une liberté qui est liée au choix. C'est-à-dire que très peu dans ma vie, à très peu d'occasions, j'ai été contraint par un choix, mais vraiment très peu. D'accord. Et donc voilà, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, cette liberté, c'est la possibilité d'avoir toujours un choix. Et c'est d'ailleurs le lien entre liberté et choix me paraît assez intéressant en fait, dans la manière dont tu l'approches toi. J'ai l'impression dans la manière dont tu l'approches que cette liberté t'a permis de choisir, de détecter, d'identifier plusieurs opportunités. Et que finalement tu n'aurais pas pu détecter ou identifier si tu n'avais pas eu cette liberté que toi-même tu t'es créé. C'est ça. Non mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en gros à partir du moment où tu veux te donner des choix, tu te dis que ta liberté elle repose sur des choix, il faut que tu les trouves les choix, il faut que tu crées des conditions pour avoir des choix. Donc voilà, tu prends ta pioche et puis tu creuses, et puis à un moment donné tu tombes sur des trucs, tu dis tiens c'est un fil, je tire le fil, y a rien, c'est une petite bobine, bon bah voilà t'as perdu un peu de temps mais c'est pas grave, tu t'es enrichi finalement d'avoir tiré les fils, tu rencontres des gens ou tu te prends des murs, ou au contraire t'es seul avec tes propres idées, donc à un moment donné tu dis ouais ça tourne en rond, ça colle pas, ou au contraire tu tires un fil, puis tu dis ah tiens au bout du fil il y a un autre truc, il y a une pelote, il y a un machin, tu tires dessus, puis voilà, puis t'avances. Et t'avances comme ça en fait. Donc c'est pas créer de l'opportunité pour de l'opportunité, c'est de se dire voilà, dans le temps que j'ai, dans les rencontres que j'ai, dans les choses qui m'habitent, je décide de faire quoi de ce temps que j'ai. J'explore, donc je creuse un peu, je suis un peu curieux, je suis un peu créatif, voilà, et en même temps je suis très poli, moi je suis un mec bien élevé, oui, ça donc très, et ça se voit. non mais voilà, je suis pas le casse-cou, tu vois, j'ai le vertige, je suis pas un aventurier de l'aventurier, tu vois, il me faut mon petit confort malgré tout, tu vois, voilà, j'aime bien ces situations-là où je suis en maîtrise et en même temps, voilà, je suis suffisamment en situation de pouvoir me mettre en péril, tu vois, en déséquilibre, on va dire, peut-être pas en péril, mais en déséquilibre, pour justement susciter dans la limite que tu franchis, ce côté où tu as cette zone d'inspiration, cette zone d'action, où tu dis, comme il n'y a rien qui a été fait avant toi, quelque part, t'es un peu à l'écriture du roman, tu vois. Bon, après, il plaît ou il plaît pas, c'est pas très grave, mais voilà, t'as la plume. Oui, mais alors je comprends ton point de vue,
Mais je pense qu'il y a ceux qui nous écoutent, parmi ces personnes-là, il y a peut-être des personnes encore qui n'ont pas cette philosophie de pouvoir tirer les ficelles dont tu parlais. Donc, et je pense que finalement, lorsque je t'écoute, j'ai l'impression que tu as quand même, un certain niveau de confiance en soi. Est-ce que tu considères que pour pouvoir arriver à se créer ce chemin de la liberté dont tu as parlé initialement, et pouvoir tirer ces ficelles-là et faire les bons ou les mauvais choix, est-ce que tu crois aussi que la confiance en soi peut être importante ? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui ont du mal aujourd'hui, qui ont toutes ces idées en tête, mais qui ont du mal finalement à avancer ? Moi, tu vois, alors ça, c'est pas plus tard que la semaine dernière, on a un ami qui nous demande de discuter avec son fils qui fait HEC Paris, une tête brillantissime, une personnalité remarquable, et il est dans cette situation que tu viens de décrire, c'est-à-dire que je pense qu'il a identifié pas mal de ficelles, mais il se pose la question de savoir est-ce que je vais tirer la bonne. Moi, le conseil que je lui ai donné, c'est même pas un conseil, c'est un commentaire, c'est tire-en une. Prends une ficelle, t'en tires une, si tu te plantes, t'auras les autres de toute façon. Enfin, je pense que vraiment, c'est facile de le dire a posteriori, puis j'ai encore, j'espère, plein de ficelles à tirer, mais je pense que plus tu intellectualises, plus tu te dis, si je tire celle-là, je refuse l'autre, j'aurai pas le temps de m'occuper de machin, truc. Non, mais vas-y, prends-en une. À la limite, celle qui spontanément te donne envie, parce qu'elle est bleue, elle est rouge, elle est verte, c'est celle-là que tu as envie de tirer, tire dessus. Et puis tu verras bien, si t'as rien, mais si t'as quelque chose, tu t'enrichiras de toute façon du passage à l'acte. Parce qu'il y a un moment donné, c'est dans l'action que tu te réalises. Parce que sinon, tu restes avec la propre image que tu entends projeter. Donc oui, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit, mais je pense qu'avant d'avoir confiance en soi, il y a il y a un peu d'audace. Tu vois ? C'est de se dire, ok, la vie m'offre plein de solutions, plein de situations, y compris celle de faire la sieste toute la journée. Je décide de faire quoi ? Voilà. Et c'est quand finalement tu vas toi te mettre dans une situation un peu de hors limite, que tu vas découvrir les potentialités qui sont les tiennes, et finalement tu vas te dire hier j'étais moins fort qu'aujourd'hui, et demain je serai certainement au moins aussi fort qu'aujourd'hui, voire un petit peu plus, mais fort pas dans le sens pour taper les autres, fort pour avoir une forme de verticalité dans la construction que tu es, et à partir de là c'est les petits pas, ça fait ça. Voilà, c'est comme ça que se construit la confiance en soi. Et puis, moi, je pense que j'ai aussi, dans ma personnalité, tu me demandais de me présenter, j'ai un petit côté narcissique quand même. Il y a un côté égotique, ça c'est certain. Enfin, je pense que dans une aventure qui est aujourd'hui celle que je perçois, de ma vie passée et puis du futur à venir, j'espère, il y a ce côté un peu... l'image que j'ai de moi et celle que j'entends projeter, c'est pas quelque chose que je néglige. Je le construis pas en tant que tel, mais il y a une image un peu politique, il y a une image perçue de l'environnement qui est pour moi un élément qui correspond à un construit. Ça, c'est sûr. Je suis assez dans cette démarche-là. C'est pas, je pense, c'est pas du tout pathogène, ni pathologique. Enfin, c'est pas un élément de driver, mais ça contribue. C'est-à-dire, avoir confiance en soi, c'est aussi se dire que ce que tu fais t'enrichit, mais quelque part t'aide aussi à avoir un regard bienveillant des gens qui t'entourent pour considérer que le choix que tu fais est un choix qu'ils vont intégrer, tu vois, soit parce que c'est tes parents et ils vont le soutenir, c'est ta famille parce qu'ils vont être fiers, c'est tes enfants parce qu'ils ont envie de se dire on est dans cette aventure-là, ou alors c'est un environnement un petit peu plus large où il y a la pointe d'envie ou une petite pointe quelque part de jalousie, et tu te dis finalement, puisque ça s'exprime comme ça, c'est quelque chose qui fait que les choix que tu as opérés sont des choix qui te renforcent aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est la conséquence, à mon avis. C'est pas le driver. Je pense que c'est l'audace, tu vois. C'est peut-être l'expérience qui finalement forge aussi la confiance. Ouais. Oui, et puis les claques que tu te prends. Exactement. Attends, c'est aussi... Plus tu fais face à l'échec... Ouais, ou la critique. Avant l'échec, t'as la critique, t'as le côté machin, voilà. Bon, voilà, tu as des aspérités, enfin, t'as une singularité. Cette singularité, elle s'exprime dans les choix que tu fais. Oui, t'as un peu plus d'aplomb. Ouais, ok, tu t'exprimes sur les sujets que tu choisis, tu sais les rendre cohérents par rapport à ta propre aventure. Donc, quelque part, oui, t'as une sorte de ligne de vie, mais moi, ma ligne de vie, elle n'était pas tracée. Ma ligne de vie, elle s'est construite. Sauf que si tu veux, en l'expliquant,
C'est les Nord-Américains qui ont ça. J'adore ça. C'est un concept. On va faire un peu l'intello là. Ils appellent ça la métacognition. Je sais pas si tu connais ça. Non, je connais pas. En fait, c'est la capacité à agir et en même temps se voir agir. D'accord. C'est-à-dire, tu agis, tu poses un acte, tu prends une décision, tu agis, et en même temps, tu dis, tiens, comment, si j'avais à m'observer, je m'observerais. Et ça m'aiderait, dans l'instant, à faire différemment ou pas, ou à renforcer les choix que je fais. Mais c'est instantané, hein, c'est pas le truc, c'est pas du podcast, hein, justement. Non, tout à fait. C'est pas du asynchrone. C'est tu agis, et en même temps, tu dis, tiens, si j'étais en train de me regarder au moment où je m'exprime, est-ce que je changerais quelque chose ou pas? D'accord. Et ben, en fait, difficile comme exercice. Essaye-le. D'accord. Essaye-le là à l'instant, tu verras, je te promets. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, tentez l'aventure. Vous êtes en train d'écouter et imaginez-vous en train de vous écouter vous. Ouais. C'est hyper intéressant. Alors, je t'avoue que moi, je peux m'écouter parce que j'ai le casque, donc j'ai un retour de son. Ça va. Enfin voilà, je suis peut-être parti sur un mauvais chemin. Non. Voilà l'idée, si tu veux. Voilà l'idée. Non, mais c'est extrêmement intéressant la manière dont tu abordes le sujet de la confiance en soi, qui est lié à l'action, qui est lié à la liberté finalement. Sinon tu théorises la confiance en soi. Tu dis voilà, est-ce que j'ai confiance en moi? La seule façon de le démontrer, c'est de passer à l'acte. Tu dis est-ce que j'hésite entre ça et ça? Hésite pas, fais un choix. Enfin, hésite plus. Voilà. Après, il faut pas non plus sauter dans le vide sans truc. Je veux dire, mais voilà, il faut se dire entre ça, une fois que t'as posé 2-3 trucs, que t'as eu plusieurs nuits blanches à te questionner sur les bons choix, les mauvais choix, fais un choix. Ouais. Et de toute façon, le choix, il s'avérera bon ou mauvais a posteriori. Alors, c'est... Voilà. Voilà. Mais et je fais le lien, c'est extrêmement intéressant, la manière dont tu abordes ce sujet, parce que ça me fait penser à une intervention que tu as donnée il y a un peu plus de 12 ans. Maintenant, lorsque tu étais directeur de l'ICN, c'est ça? Ouais, ok. Sur la sociologie de l'action. Ah, très bien. C'était une conférence aux classes préparatoires que j'avais, je me souviens très bien, avec Theo Stengelhofen. D'accord. Ah ouais, qui était le directeur académique de l'école que j'ai eu le plaisir de diriger. Donc il y a ICN Business School, sur la sociologie de l'action. Et donc tu parles, en fait, tu fais référence... parce que j'en parle parce que je vois tout à fait le lien avec tout ce que tu décris là à l'instant pour nos auditeurs et auditrices aussi. Et tu fais référence à ce philosophe, je crois, Pierre Bourdieu. Bien sûr. Je crois que c'est ça son nom, j'ai pas écorché son nom. Sociologue, pardon. Pas philosophe, alors, sociologue. Bon, de toute façon, la philosophie étant la mère de toutes les sciences, tu te trompes pas si tu dis philosophe. Il n'y a aucun problème. Ici, tu mets en avant en fait son approche où il parle de réalité objective et de réalité subjective. Et tu expliques que la réalité objective, c'est l'action vers un but commun, d'accord. Alors que la réalité subjective, c'est l'action qui représente un cadre de référence. D'accord. Toi, comment tu te situes en fait par rapport aux actions que tu mènes, parce qu'on va parler de toutes tes actions, on n'en a pas encore parlé, mais j'aimerais aussi que tu mettes en avant tous les projets que tu as menés à bien. Tu as été directeur d'école, mais tu as investi aussi. Et j'aimerais que tu expliques dans quoi tu investis, pourquoi tu le fais, parce que le nom de ta société de conseil, Passion Capital, je pense, signifie beaucoup de choses, aussi sur ta personnalité. Mais j'aimerais savoir comment éventuellement comment est-ce que toi, lorsque tu agis, donc lorsque tu es en phase d'action, est-ce que tu es finalement plus influencé par la réalité objective ou alors plus par ta réalité subjective? Je crois que c'est quelque part c'est les deux. Tu peux pas être sujet sans être à un moment donné objet. Mais je pense qu'avec l'âge, t'es peut-être un peu plus sujet qu'objet. Ouais. Même si tu as des phases de vie qui t'amènent à être peut-être un peu plus objet, donc un peu plus dans l'objectivité, c'est-à-dire c'est la capacité à rendre froid d'une situation que tu vis. Le sujet, la réalité subjective, elle est empreinte d'émotions, elle est empreinte de sentiments, elle est empreinte justement de ce qui fait le caractère subjectif de l'individu. Donc la subjectivité, elle a plus de mal à se partager, elle se vit. Ouais. Donc si tu veux, aujourd'hui l'action, elle est... Enfin, la mienne, en tout cas, elle est un peu moins empreinte d'objectivité, peut-être plus de subjectivité. D'accord. Parce que, finalement, tu te rends compte que la personnalité que tu as, tu la maîtrises un peu davantage. Tu te connais, évidemment, plus le temps passe, plus tu te connais, plus tu te recentres pas, mais plus, quelque part, tu sais comment tu vas réagir dans des situations,
que tu as soit déjà vécues, soit des situations qui ressemblent à des choses que tu as vécues. Donc effectivement, tu te connais un peu davantage et cette réalité subjective, tu l'évoques avec un peu plus de... tu l'as métabolisée, donc avec un peu plus d'évidence. C'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Je suis pas dans une réalité objective dans ce que je suis en train de dire. Je parle de moi, donc je suis dans une réalité plus subjective. La réalité objective, c'est... moi, c'est un peu mon métacadre quand même. C'est un peu le grand cadre. Ouais. Comme je te le disais, j'ai été élevé, je veux dire, avec des règles, des codes. Moi, je respecte l'autorité. Le chef, c'est le chef. Si j'aime pas mon chef, je pars. Voilà, mais je suis pas dans la critique. Enfin, je suis plutôt poli. Je suis quelqu'un, voilà, d'éduqué avec des codes. Voilà, j'ai une forme d'éthique du comportement qui fait que oui, cette réalité objective, pour moi, elle est importante. Elle va s'exprimer de façon très concrète sur des choses comme j'aime pas le conflit. D'accord. Tu vois, c'est des choses qui j'aime pas le combat. Ouais. J'adore la rhétorique, tu vois. J'adore la démarche combat d'idées, l'argumentation, aller chercher le fond du fond pour faire valoir une opinion et puis accepter la critique à un moment donné, parce que c'est comme le judo, je veux dire, tu sais, tu te prends l'énergie de ton contradicteur et à un moment donné, tu te rends compte qu'effectivement, soit toi, tu t'es laissé embarquer, soit tu as été plutôt dans une démarche où tu as fait valoir ton opinion et tu as été au bout et ton argument était robuste. Non, là, moi, j'aime pas le combat d'individus, j'ai du mal avec ça. Je trouve que, tu vois, la force, la violence, c'est quelque chose qui rentre pas dans mon cadre. Donc j'ai un peu de mal. Donc cette réalité objective qui s'impose à moi, enfin je veux dire où la loi de l'homme est forte, bah elle s'impose, puis voilà. Donc ouais, je suis respectueux de la démarche objective qui est décidée par d'autres et qui s'impose à nous. Voilà, ça c'est la démarche du citoyen bien élevé. Et en même temps, de ma fenêtre d'aujourd'hui, une forme de réalisation de soi dans une réalité subjective que j'ai toujours respectée. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tu vois, oui, c'est ça. Je crois que c'est peut-être ce que j'ai envie de dire au moment où je m'exprime. La confiance en soi, elle vient aussi par le respect que tu as de toi-même. D'accord. Tu vois, si tu es quelque part un peu fier de la situation, fier, ça veut pas dire prétentieux encore, hein, mais fier, ça veut dire, tu dis voilà. Mince, je l'ai fait, tu vois. Quelque part, t'es quand même ton premier spectateur. Ouais. Et tu te dis, bon, bah, si je l'ai fait, j'ai réussi à le faire, voilà, et derrière, je le fais pourquoi ? Alors là, c'est une autre question. C'est que je le fais pourquoi ? Est-ce que je le fais pour moi, dans une démarche égoïste, ou est-ce que je le fais dans une démarche altruiste ? Ouais. Alors, toujours pour qualifier un petit peu les conducteurs de mon action, moi, je pense que je suis beaucoup plus altruiste qu'égoïste. D'accord. Tu vois, et c'est intéressant parce qu'on a abordé ce sujet même lors du premier podcast avec Fabien que tu n'as pas encore écouté, mais c'est logique. Bah oui, il n'est pas monté. Donc, on disait que tout simplement, si on veut réussir de toute manière, donc certes, il faut la confiance en soi, mais qu'on ne peut pas réussir tout seul de toute manière. Et ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on se rejoint tous. Parce que moi aussi je me considère comme une personne multidimensionnelle, peut-être pas entrepreneur, dans le sens terme le plus exact possible, mais je m'aperçois que même dans mon quotidien aujourd'hui, dans mon travail d'aujourd'hui, si je réussis dans ce que je fais, c'est parce que je me repose aussi sur autrui, sur les autres, et sans eux je ne pourrais jamais réussir, et ça c'est aussi important. Donc, et finalement on peut aussi s'inspirer des autres pour construire sa confiance en soi, et ça c'est extrêmement important. Mais aussi autrui peut être aussi destructeur aussi, donc on peut aussi avoir une approche, oui c'est ça, donc je pense qu'autrui peut être aussi destructeur si on n'arrive pas à bien s'entourer. Donc bien s'entourer aussi c'est extrêmement mais je vais réagir par rapport à ce que tu dis. L'altruisme, ça peut être un moyen, enfin le collectif que tu évoques, ça peut être un moyen pour atteindre un objectif, ou ça peut être quelque part le moteur, c'est-à-dire l'élément motivant. Je vais m'exprimer de façon plus claire encore. Soit tu fais avec d'autres, donc tu travailles dans un collectif, tu t'appuies sur une équipe. Je crois que la vie, elle est faite de toute façon de ça. Mais pour réussir tout seul, ça peut être un élément, c'est-à-dire tu utilises les autres à ton profit, ou alors tu considères dans la démarche altruiste que ce que tu fais, et peu importe comment tu le fais, seul ou à plusieurs,
tu vas le partager. C'est-à-dire le résultat de ce que tu auras produit, tu le partages. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois, que je m'exprimais. C'est-à-dire qu'en gros, tu le fais. Voilà, tu le fais avec l'envie de partager. Tu vois, au lieu de parler d'altruisme, je vais parler de partage. Je vais te donner un élément qui me caractérise aussi dans mes passions privées, personnelles, c'est la cuisine. Ouais. En fait, je pense que je suis un créatif frustré, c'est sûr, mais je pense que le côté entrepreneur, il doit se trouver là-dedans. Hein. Je pense qu'on est tous créatifs quand on entreprend, parce qu'il faut inventer. Donc, je dis frustré, pourquoi ? Parce que je suis pas artiste, tu vois. Je sais pas dessiner, je sais pas peindre. Enfin, c'est pas du tout mon sujet. Je sais pas si je peux faire le clown sur une scène, mais enfin voilà. Mais voilà, je suis pas l'artiste au sens créatif dans l'art, tu vois. Par contre, j'adore cuisiner. Donc, je trouve mon expression créative dans la cuisine, mais la cuisine du salé, pas du sucré justement. Donc vraiment la cuisine sans recette. Moi, je cuisine sans recette. Voilà, j'ai mes basiques, j'ai ma grammaire et après je fais ma partition. Mais pourquoi je te dis ça ? C'est que la cuisine, c'est le côté créatif un peu frustré, mais qui s'exprime justement quand je cuisine. Mais j'adore la cuisine pour tout ce que ça représente de résultats. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses ta recette, tu penses ton truc, tu vas faire tes courses, tu prépares ton machin, c'est un bordel sans nom partout. Il faut que tu fasses toutes tes préparations. Et le moment le plus sympa, c'est quand tu te mets à table et que les potes ou la famille passent un bon moment avec toi. Voilà, ça, c'est ça en fait. C'est le résultat, tu vois, d'une action individuelle pour le coup. Parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est de cuisiner à plusieurs. On prépare en famille, mais quand je cuisine. Voilà, tu vois, ça c'est un truc, on partage pas la cuisine. Mais donc c'est, tu vois, c'est une démarche qui est pas au démarrage, elle est pas collective. En tout cas, je cuisine pas à plusieurs, je cuisine tout seul, et je partage. Et voilà. Et en fait, le moment de réalisation, c'est-à-dire tout l'effort que tu as mis, toute l'énergie que tu as mis, les trucs que tu as passés à la poubelle parce que tu les avais ratés ou je sais pas. En fait, le bénéfice est immense et la joie de partager, elle est totale. Donc, c'est un driver, tu vois. Et cette philosophie que tu as, est-ce que tu l'appliques cette philosophie de la cuisine, cette approche de la cuisine, est-ce que tu l'appliques aussi dans ta vie entrepreneuriale ? En fait, je pense que oui, vraiment. Hein. Tu vois, sur les sujets sur lesquels on s'engage en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, investisseur, mais aussi, je pense que si je suis allé à un moment donné dans ma première, enfin, je suis conseil. Hein, moi, je fais du conseil en développement d'entreprise depuis 91, donc ça fait très longtemps. C'est ça mon objectif. Donc, je pense qu'en fait, le partage, il se faisait il se fait avec mes clients. C'est l'entrepreneur ou le patron que j'accompagne dans une démarche, je veux dire, de rhétorique, d'effet miroir, de questionnement, donc de maïotique, pour essayer d'aller chercher l'élément qui va permettre à un moment donné que soit lui, soit son business se développe, se réalise ou se stabilise. Donc ça c'est mon métier, et ça s'est exprimé dans un secteur d'activité très singulier qui est le monde médical, puisque j'ai pris la direction générale d'un groupe dans le domaine médical. Donc je pense qu'il y a là aussi il y a un côté, l'autre est pas innocent, tu vois, l'humain est le sujet dans le domaine médical, tu connais ça, hein, c'est pas innocent, c'est pas n'importe quel secteur d'activité. Et puis ensuite j'ai embarqué en tant que patron et dirigeant dans l'univers de l'éducation. Là non plus, c'est pas innocent. Comment on fait en fait le saut entre le secteur privé et les secteurs publics ? C'est pas conscient, hein, tu reçois un coup de téléphone et voilà, il y a une proposition qui t'est faite. Je parle dans l'état d'esprit, pardon. Donc, je me suis pas questionné là-dessus, vraiment pas. Tu vois, c'est a posteriori, c'est maintenant, je regarde ça comme dans le rétroviseur en me disant qu'est-ce qui pouvait faire le lien. Moi, je pense qu'en fait, le lien, c'est ça, c'est tu sers un peu l'autre, tu vois. Une fois que toi, t'es stable, enfin, je veux dire, voilà, moi, je suis... je pense qu'on partage ça, c'est ce qui fait aussi le lien de notre famille, c'est qu'on n'est pas... moi, je suis pas dans l'accumulation, enfin... Voilà, je pense qu'à un moment donné, une fois que tu es bien dans ta vie, tu es bien financièrement, tu es bien dans ta vie, je veux dire, de famille, tu es bien dans ton couple, tu es bien dans ta relation avec tes parents et tes frangins. Voilà, après, il y a un moment donné, c'est cool de partager, tu vois. Ouais. Donc tout ça pour te dire que oui, que l'altruisme, c'est ça, c'est le sens que tu donnes à ton action, tu le donnes, enfin, tu sais quoi le sens que tu donnes à ton action ? C'est moi je pense que c'est à un moment donné d'avoir le plaisir de partager. Voilà. Toute personne qui mène bien une action, initialement elle se pose la question, qu'est-ce que j'y ai à gagner ? Donc certaines personnes disent
combien d'argent je vais gagner. D'autres, est-ce que, finalement, socialement parlant, qu'est-ce que je vais y gagner aussi. Donc, je pense qu'il y a... tu vois, je vais te citer là, moi, une citation que j'adore, c'est « On existe par le regard de l'autre ». Et en fait, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que je pense qu'il est là, mon conducteur, tu vois. Je pense que, un des éléments qui, moi, je veux dire, quand j'ai la banane, c'est ça, c'est super. Enfin, voilà, tu vois, le moment qu'on est en train de partager, il est cool, on partage. Voilà, donc, c'est une belle récompense aussi d'un travail postérieur que tu veux mettre en évidence aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce côté, le partage. C'est ça le sens, en fait, de l'action. Enfin, sans faire une philosophie à dessous, mais. Je pense qu'on est là de passage de toute façon. De toute manière, écoute, si tu peux laisser quelques traces, exactement. Voilà, et puis je sais pas, la récompense d'un sourire, elle est cool. Mais il y a des préalables. Tu vois, il faut pas non plus. Moi, je suis pas fleur bleue du tout, mais il y a des préalables. Il faut avoir suffisamment sué et transpiré. Je pense, moi, ça c'est, tu vois, le sens du travail. Il faut avoir suffisamment sué et transpiré pour se rendre compte de la vraie valeur des choses. Et ça m'amène peut-être à te parler de Passion Capital, qui est donc la holding familiale que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui. Capital, il y a un E à Capital. C'est Passion Capital avec un E. C'est très important, c'est la passion qui est capitale. C'est vraiment la passion qui est capitale. C'est-à-dire qu'en gros, intrinsèquement, ton moteur, je pense que si la passion peut s'exprimer dans ce que tu fais au quotidien, dans ton environnement personnel ou professionnel, je pense que tu as une forme d'épanouissement qui s'exprime. Et si tu es épanoui, je pense que ça rayonne. Je pense que tu dégages une forme de... une euphorie latente, enfin un truc où... tu sais, quand les gens ils disent « Ah, t'es en super forme », en fait, t'es quoi ? À un moment donné, peut-être que t'allais très moins tirer que la veille, mais t'as peut-être aussi le sourire, ou t'as un regard pétillant, Voilà, donc je trouve que quand tu es capable de mobiliser ta passion au service d'un truc qui te fait grandir, je trouve ça fabuleux. Donc, Passion Capital, c'est quoi ? C'est un fonds qui aujourd'hui investit dans des phases d'amorçage et de développement d'entreprises ou de projets ou d'initiatives portées ou insufflées par quelqu'un de passionné. Voilà. Et donc, on a associé les enfants dans la démarche. Donc, on est tous les 4, les 2 enfants, Catherine et moi. C'est un projet familial. C'est un projet familial, bien sûr. Et en fait, on fait des conseils de famille au cours desquels on évoque les projets sur lesquels on est positionné ou pour lesquels on est sollicité. Et on ne décide qu'à l'unanimité. Voilà. C'est le principe, c'est notre règle de fonctionnement. S'il y a un contre ou un doute, on n'avance pas. Voilà. C'est fabuleux d'entendre ce genre de ce projet familial. Oui. Ça a l'air simple sur le papier. Ouais, non, c'est pas. Alors, je t'assure que c'est pas. C'est pas si simple que ça en réalité, on est d'accord. C'est pas si simple. Bon, d'abord, alors, si tu veux, c'est mu par quoi ? C'est mu par. On s'est dit, voilà, on arrive à une phase de notre vie où on est plutôt dans une logique de transmission, donc une démarche où tu dis, voilà, le patrimoine accumulé, autant qu'on en fasse quelque chose de sympathique et puis qu'il ait du sens. Donc, on a réuni ça dans une configuration qui nous permet de le mobiliser justement au service de développement avec un S. Et on s'est dit, voilà, les enfants, ils ont 21 et 20 ans. Les déjeuners de famille le dimanche à midi, c'est pas trop notre truc, donc ils ont plus nécessairement envie de partir en vacances avec nous, et nous, on n'a pas nécessairement envie de partir en vacances avec eux non plus. Donc on s'est dit, voilà, quelque part, est-ce qu'on peut recréer, tu vois, l'occasion d'un partage de fond, c'est-à-dire qui va chercher les valeurs les plus profondes de ce qui fait l'unité de la famille, parce que chacun a sa personnalité, chacun a ses valeurs, mais on a un socle commun, certain, enfin j'aime y croire, j'aime le croire, mais je pense que c'est vrai. Et donc à chaque fois, pour rechallenger, tu vois, pour aller chercher cette roche-mère qui fait la solidité de l'unité familiale, qu'est-ce qu'on peut avoir comme occasion ? Bon, on peut se faire un trek dans les Pyrénées, on peut faire je sais pas quoi, et on peut peut-être avoir un projet à la fois patrimonial et un projet à vocation, créant du sens, tu vois, de la valeur économique, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Passion Capital et qu'on a un mode de fonctionnement qui fait que on doit argumenter, présenter les idées, les projets, puis c'est aussi une façon de faire grandir les enfants dans leur vie d'adulte et d'acteurs économiques. Donc, et sur quel type de projet aujourd'hui vous focalisez ? Est-ce qu'on est principalement sur de l'éducation ? Non.
Non, c'est très éclectique. Tu vois, on est sollicité sur un projet en intelligence artificielle. On a le projet de la brasserie. Enfin, c'est plus un projet. On a du développement touristique. Qu'est-ce qu'on a ? On est sollicité là, ça fait très peu de temps qu'on a été sollicité sur des problématiques liées à l'équitation. Ouais. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, c'est très éclectique en fait comme projet. Mais l'unité. Ah oui, l'éducation aussi, bien sûr, mais l'unité, c'est le porteur de projet est passionné. Voilà, donc on a créé des écoles, enfin voilà, évidemment, mais l'éducation, c'est pas le conducteur des projets de passion capitale. Du coup, quand même, vous tirez, encore une fois, toutes ces ficelles pour pouvoir, savoir si vraiment cette action que nous menons nous permet aujourd'hui de grandir ensemble. C'est ça, en fait. Oui, puis après, ça marche ou ça marche pas. Tu sais, il y a des projets qui foirent. Hein. Mais c'est vrai que lorsqu'on t'écoute, tout paraît évident. Mais c'est vrai que certaines personnes qui nous écoutent vont se dire, mais il parle d'équitation, il parle de tourisme, il parle d'éducation, il parle de microbrasserie. Mais moi, je n'y connais rien dans ces domaines-là. Quel est le conseil que tu peux leur donner finalement ? Est-ce qu'il faut se limiter à la connaissance moi, je crois qu'il y a de pas... secteur ou... Non, enfin... Tu sais, chacun est différent dans ses propres motivations. Hein. Je pense que c'est pas... Non, j'ai pas de conseils à donner, mais ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils sont potentiellement intéressés par des profils un peu comme ça, c'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, ont tapé dans la butte. Et puis, et non, moi, j'ai envie de dire, si vous avez la pioche pas loin et si vous avez la butte pas loin, prenez la pioche, tapez dans la butte. Vous verrez le plaisir que ça provoque. Hein. Et même si tu te blesses, même si la butte, elle est vachement trop grosse ou la pioche est trop lourde, le simple fait de dire j'y vais génère aucun regret. Et oui, tu peux te dire j'aurais dû la prendre différemment, j'aurais dû mettre des bottes de sécurité ou des gants. Ok, bah oui, mais tu peux te le dire que parce que tu l'as fait. Ouais, tout à fait. Voilà, donc améliorer quelque chose que tu as déjà entrepris, c'est quand même c'est fabuleux. Mais regretter de pas entreprendre ou se dire tiens j'y vais pas, je pense que ouais, non, j'ai pas de conseils, mais franchement, à ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans un moment donné de doute sur est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, allez-y. Ouais. Et toi, c'est vrai que lorsqu'on t'écoute, parce que j'ai des questions, comme je te l'ai dit, moi je prépare mes questions quand même, et j'ai toujours la même question, et l'une d'entre elles, c'est quel est ton moment, en fait je te pose la question, quel est ton moment déclic ? Parce que toi, j'ai pas l'impression que tu aies eu un moment déclic, j'ai l'impression que tu t'es construit au fur et à mesure du temps et que à moins que je me trompe, je peux me tromper. Un moment déclic dans ma vie, tu veux dire ? Qui a fait que un moment déclencheur qui a fait que finalement, moi, si je veux mener à bien un projet, si j'ai envie d'agir, je le fais. Et puis après, je verrai bien éventuellement si ça fonctionne. Non, moi je crois que le moment déclic... Enfin non, j'ai pas eu de moment déclic. Je pense que moi je remercierai jamais mes parents d'avoir eu la vie qu'ils ont eue et d'avoir la vie qu'ils ont toujours. Ils sont vivants toujours, évidemment. Et j'espère encore longtemps. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, moi je pense que quand t'as 10, 12, 14 ans, des parents qui bossent tous les deux, à l'époque c'était les grands-parents bossaient aussi. Enfin, je veux dire... Voilà, t'étais seul et puis il fallait que tu te débrouilles, puis sans moyens nécessairement, donc t'avais pas les nounous, les trucs et les machins. Donc je veux dire, moi je suis issu d'une famille tout à fait modeste qui vivait une vie de monsieur, madame, tout le monde, et encore aujourd'hui, avec du plaisir et de la joie. Mais le fait d'être un peu autonome parce que tu rentres de l'école, t'as 2 heures de temps devant toi, tu fais quoi ? Je veux dire, t'as pas internet, t'as pas tout ça. Je veux dire, moi je suis né en 73. Donc tu vas jouer, je veux dire, à décrocher les marrons dans le marronnier avec les potes en bas, et puis après tu fais quoi ? Tu vas un peu à la piscine, tu te débrouilles, tu fais un truc. Et je pense qu'en fait c'est... je sais pas, j'ai pas eu de déclic, c'est l'envie de faire des choses. L'envie de faire des choses. Ouais, oui, l'envie de faire des choses. Et puis, j'ai toujours été grand, physiquement, j'ai toujours été grand. À 13 ans, je faisais 1m73. Oui. Je pense que ça aussi, ça compte un peu. Je pense que j'avais une personnalité un peu forte, un peu pas confiance en soi, mais un peu sûr de soi, parce qu'il y a une notion différente. Donc, tu vois, un peu, avec un peu de leadership, je pense, hein, et puis un peu de charisme peut-être. Ce qui fait que t'en joues. Enfin, je veux dire, quand t'es gamin, tu sais que j'ai cet attribut-là. Voilà, d'autres sont beaux physiquement. Moi, j'avais ce trait de personnalité qui fait que tu regardes un petit peu ce qui te différencie des autres, et puis tu en fais une force. Enfin, voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement, sans moment de déclic.
Puis voilà, puis comme je te le racontais avant qu'on se parle, donc je le dis à ceux qui nous écoutent, mais moi j'ai eu la chance dans mon collège de monter une radio privée, j'étais délégué de classe, voilà, j'aimais bien un peu la lumière, voilà, ça, je pense que c'était un côté un peu sympa pour faire un peu comme les parents, tu vois, parce que moi j'ai des parents très engagés aussi, et voilà, auprès de la cité, hein, pas en politique ni rien, mais pour les autres, tu vois, donc voilà. Et donc tu fais un peu comme, puis tu rentres dans le truc, voilà, puis après tu rentres au conseil d'administration du collège, puis tu prends la parole, t'as un peu les mains moites, mais tu le montres pas, puis tu tiens tête au proviseur ou au principal, puis tu montes un truc, puis voilà, puis quelque part, comme les choses, voilà, puis après tu te prends une grosse claque, enfin, voilà, il y a plein de trucs... Moi, tu vois, j'ai un souvenir ému, je vais le partager avec toi, c'est d'être escorté par la police pour sortir du collège, tu vois. Ah, génial. Ah oui, alors. Donc, tu vois, c'est... ouais, ça, c'était un truc de malade, parce que t'as tenu tête, et puis t'as les petits caïds de la cité qui t'attendent à la sortie du bahut, et donc, ouais, t'as le camion de police qui est là pour au moins faire en sorte que tu tombes pas une deuxième fois par un coup de pied dans le dos. Ouais. Donc, voilà, tu vois, c'est des petits trucs où, tu sais que tu te relèves, et puis tu vas, puis t'affrontes la situation. Ouais. Donc ça fait grandir. Mais c'est pas des moments déclencheurs, voilà. Puis après, tu prends les chemins, et puis comme je t'ai dit, tu essayes toujours d'avoir un choix. D'accord. Voilà. J'ai une question à te poser par rapport à ça, du coup. Est-ce que tu parles de jeunesse, tu parles de jeunesse à l'instant, si tu pouvais revenir en arrière, rencontrer le jeune homme de 18 ans que tu étais, est-ce que tu te donnerais un conseil pour pouvoir changer certaines choses, ou finalement tu dirais continue, tu es sur le bon chemin? C'est compliqué ta question. Enfin, c'est compliqué parce que si je m'étais rencontré à 18 ans, qu'est-ce que je me serais dit? J'en sais rien. Ouais, j'aurais peut-être dit comme les adultes qui m'entouraient en disant continue. Oui, je crois que voilà, continue. Enfin, continue. Non, attends, je pense que je me serais dit un truc du genre amuse-toi davantage. Amuse-toi davantage. Ouais, je crois que je me serais dit amuse-toi davantage. T'es trop sérieux. Peut-être t'es trop sérieux. Voilà, je pense que je me serais dit ça. Ouais. Amuse-toi. C'est-à-dire, en gros, l'adolescent que t'es... Enfin, 18 ans, t'es un peu en sortie d'adolescence, mais ouais, amuse-toi. C'est-à-dire, fais des conneries un peu plus, tu vois. Ouais, le côté... moi, j'étais pas sale gosse, tu vois. Non, mais sur ce point, on se ressemble beaucoup, parce que c'est aussi le conseil que je me donnerais si j'avais l'opportunité. Ouais, sois plus libre, enfin plus spontané, tu vois. Et ma femme me dit, de toute façon, à 18 ans, on n'aurait jamais été ensemble. Voilà. Mais non, oui, c'est-à-dire que finalement, on a gagné en confiance en soi, on a gagné en charisme, et finalement, peut-être que ça plaît plus à nos femmes que lorsqu'on avait 18 ans. Bon. Peut-être. Mais c'est vrai que je m'amuse davantage. Enfin, ouais, le côté, c'est ça, libère un peu le truc. Ouais. Et finalement, tu l'appliques aujourd'hui, ce conseil, amuse-toi davantage. Ah oui, je m'amuse. Donc finalement, c'est quelque chose que tu appliques aujourd'hui. Oui, mais finalement, tu vois, c'est pour ça que je me dis, si je m'étais amusé davantage à 18 ans, est-ce que je m'amuserais autant aujourd'hui? Tu sais, c'est toujours c'est facile, parce que tu dis l'ingrédient, la proportion des ingrédients entre le sérieux et l'amusement, c'est quoi? Je sais pas, hein, franchement, il n'y a pas de recette. Ouais. C'est a posteriori que tu décris la situation. Tu vois, mais si tu me demandais quel conseil je me donnerais si je m'observe à 60 ans, et donc là je suis plutôt dans une démarche de projection, je dirais franchement, je me dirais maintenant continue à faire ce que tu fais, effectivement, ouais. Et toujours avec le souci de l'héritage, tu vois, pas dans un sens conservateur, mais la continuité, tu vois, la cohérence dans l'action, reste constant, voilà. Et en même temps, on arrive à une situation de vie, un moment de vie qui est un moment où tu as effectivement, j'allais dire, plus de plaisir que d'effort. Enfin, je sais pas comment il faudrait le dire, mais voilà, même si je fournis toujours autant d'efforts dans ce que j'entreprends ou ce que je fais ou les dossiers dans lesquels je suis amené à intervenir, mais je le fais avec plus de fun, sûrement avec plus de fun. Et tu penses que finalement tu prends de meilleures décisions grâce à ça? Non. Non, d'accord. Ça n'a aucun... Moi, je pense que c'est pas du tout lié. D'accord. Non, parce que, tu vois, la décision que tu prends... Une décision plus sûre ne veut pas dire une meilleure décision aussi. Non, mais tu les prends avec moins de risques. Ouais. Enfin, si tu veux, quelque part, moi, j'ai eu un parcours où je pensais démarrer ma vie en tant qu'entrepreneur. Ce que j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai eu des opportunités parce que certains des clients que j'ai accompagnés m'ont demandé de prendre la direction générale de leurs affaires.
Donc je suis devenu salarié, qui était un truc, pour moi, ça a été une décision compliquée à prendre pour moi. À 20, je crois, je vais peut-être te dire une bêtise, mais autour des 26 ans, je crois, je suis nommé directeur général adjoint, 27 ans, directeur général d'un business dans le domaine médical, un groupe international. Quand tu fais ce choix-là, ça a été un moment, oui, peut-être ça a été un moment important. Enfin, je sais que c'est un moment important parce que tu te dis, est-ce que tu limites pas ton choix, justement ? Et finalement, quand j'ai décidé de mettre en sommeil mon activité libérale et de prendre mon premier poste de salarié, je me suis dit, tu auras toujours la possibilité de le quitter. Donc en fait, le choix de dire oui, enfin au moment où tu dis oui, c'est pour pouvoir dire non, le cas échéant. C'est à un moment donné, tu peux quitter le salariat, tu vois. Donc je me suis dit, c'est dommage de rater l'occasion qui t'est proposée, de gens qui te font confiance, et de ne pas avoir justement cette expérience de salarié. Donc j'ai été directeur général, et puis je suis reparti en libéral, enfin en activité autonome, donc chef d'entreprise, et puis de nouveau salarié, puis de nouveau chef d'entreprise, puis de nouveau salarié. En fait, ma vie, elle est faite comme ça, tu vois, de situations où tu gardes toujours la possibilité d'un autre choix. Donc, je pensais, tout ça pour dire que je pensais que mon début de vie allait être entrepreneur, gagner suffisamment d'argent patrimonialement parlant pour dire à 40 ans je suis en retraite. Tu questionnerais mes frangins, ils te diraient exactement ça. Ils diraient ouais, tu nous as toujours dit qu'à 40 ans tu serais en retraite. En fait, à 40 ans, j'étais pas en retraite. Non, à 40 ans j'étais toujours très actif, mais à 40 ans je pense qu'il s'est passé quelque chose qui était de dire je suis en retraite d'obligation. Voilà. D'accord. Donc encore plus libre. Encore plus libre. Et bien finalement ça fout un stress de dingue parce que ben oui, en fait c'est je me sens là, tu vois, j'ai un stress déporté. C'est-à-dire qu'en gros quand tu vois jusqu'à je pense à peu près 40 ans, je vais t'expliquer. T'es stressé pour toi ou t'es stressé pour ta famille, ta femme et tes enfants parce que tu sais pas, voilà, tu fais un choix, tu perds ce que tu as gagné, mince, c'est quand même bon, il faut faire tourner quand même la maison, je veux dire à un moment donné, même si mon épouse apporte largement sa contribution et tout, on est à deux dans l'affaire, donc voilà, et puis tu as des enfants et puis c'est une responsabilité. Et donc ça c'est un stress, c'est le stress que tu as dans les choix que tu fais, tu vois. Et maintenant c'est plus ça, c'est un stress déporté, c'est-à-dire que comme oui, je stresse beaucoup plus. Je stresse parce que j'ai une conscience de l'engagement que je prends auprès des gens qui te font confiance, qui fait que finalement c'est presque sidérant. C'est-à-dire qu'en fait tu te dis waouh, pas trop quand même. Enfin, je veux dire, tu vois, t'es là que pour apporter ou éclairer ou insuffler ou voilà. Mais comme tu sais que le moment où tu interviens est un moment de fort enjeu parce qu'il y a une situation importante pour celui que tu accompagnes ou dans la démarche dans laquelle lui se trouve, que finalement bah voilà, tu te le prends. Donc ce stress déporté quand t'as un seul projet, c'est un stress déporté. Quand t'en as une multitude en simultané, je vis une multitude de stress déportés. Donc là, tu vois, au moment où on se parle, il faut que je travaille là-dessus. D'accord. C'est-à-dire il faut que j'arrive à intégrer le fait que l'engagement que je prends dans une démarche d'accompagnement capitalistique et de temps est quelque chose qui n'est qu'un moyen au service d'une fin qui est portée par celui qu'on accompagne. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire, en gros, je ne peux pas prendre... Voilà, il faut que je fasse un travail, là, en tant que certains diraient business angel ou investisseur. Il faut que je peux pas être je peux pas prendre le stress de celui qui porte le projet au complet parce que sinon ça fait un double stress, tu vois. Donc mon job c'est plutôt de minorer le stress, d'être dans la réassurance, mais tu as une forme de responsabilité qui est très qui est tout à fait importante. Et finalement ce stress déporté, finalement est-ce que c'est pas finalement un élément motivant ou motivateur ou même catalyseur par rapport pour mener à bien ces projets-là jusqu'au bout? Il est grisant. Grisant, ouais. Il est grisant, mais... Pour quelle raison il est grisant? Hein? Pour quelle raison? Parce que justement, ça crée de l'adrénaline. Enfin, tu dis, purée... Voilà. Et en même temps, t'as pas les manettes de tout... Enfin, t'as pas la main sur toutes les manettes, puisque justement, t'as même pas beaucoup de la main sur les... Enfin, t'as peu de main sur les manettes, ou t'as peu de manettes sur lesquelles t'as la main. C'est pour ça qu'en fait, le modèle... Tu vois, on n'est pas dans une démarche de partenariat dormant. Ouais, d'accord. Ça m'intéresse pas beaucoup parce que
Un partenariat dormant, à la limite, tu prends des actions cotées ou tu fais de l'immobilier, c'est relativement sécurisant. Ouais. En fait, ce qui est intéressant dans une démarche d'investisseur, dans laquelle on se trouve nous, c'est justement d'être plutôt investisseur partenaire. Donc en gros, tu co-construis la destinée. Voilà. Donc tu es un peu impliqué dans l'action. Donc finalement, ce stress déporté, tu l'internalises un peu plus, ce qui fait quelque part, tu es plus dans la co-construction du projet, tu es plus dans une démarche de co-décision. Et la distance que toi tu as, parce que c'est un peu moins vital que celui que tu accompagnes ou celui qui est porteur du projet, pour toi, même si c'est important en termes de sens. Mais toi, tu as moins de risques, il y a moins de conséquences si tu te plantes pour toi que pour lui. Ouais, je comprends. Donc, mais ça veut dire que tu as une énorme responsabilité, parce que tu ne peux pas négliger ça. Enfin, si toi, ton risque est beaucoup moins important que le sien, c'est pas ton niveau de risque qui compte dans la décision que tu prends, c'est le sien. Donc c'est pour ça que je te parle de risque de stress déporté. Ouais. C'est qu'en gros, pour toi, ça peut paraître quelque chose dont tu pourrais te passer, ou tu pourrais perdre à l'instant où tu te trouves, parce que dans les équilibres de tes investissements, voilà, ça fait du négatif, mais qui est compensé par du positif ailleurs. C'est comme le fonctionnement des holdings, finalement. C'est ça, non mais c'est ça, oui, c'est exactement le principe. Sauf que pour celui que tu as en face de toi, le négatif, il est négatif, compensé par rien. Mais c'est... ça te ramène à une forme de responsabilité qui est... Toute ta philosophie d'aller à l'encontre de ces partenariats dormants dont tu parles, et pour lesquels tu souhaites repousser, toi, réellement, tu veux compenser par un engagement donc, de compétences auprès de ces personnes-là. Donc, certes, ça ne veut pas dire que sur du court terme, vous réussirez ou on réussira, mais l'objectif, c'est être résilient, pas forcément être efficace de suite, mais plutôt construire une résilience qui permettra à ce partenariat de sortir de ce partenariat, de cette situation de sommeil. Quoi. Ouais. Et tu vois, ça, symboliquement, ça me met dans une ambiguïté parfois, c'est quand je discute avec les porteurs de projets, parfois je dis nous, parfois je dis tu. Ou vous. Tu vois, c'est intéressant comme démarche. Surtout dans notre belle langue française. C'est extrêmement important. Et en fait, c'est aussi une forme de pudeur, je pense, de notre part. C'est que je pense qu'il faut... Moi, je vais être normatif dans le propos, mais je pense que tu peux pas faire à la place d'eux. Puis tu peux pas vouloir non plus, c'est pas ta trajectoire, puisque justement, si tu soutiens un passionné, il faut que tu laisses sa passion à lui s'exprimer. Si tu projettes, tu risques d'être soit coercitif, soit de faner une ambition, voilà. Donc, c'est être le plus en éveil possible pour que toutes les fulgurances de ton partenaire soient utiles pour lui et pour le projet. Ouais. Parce que c'est très dépendant du porteur de projet. Donc, s'il n'est pas bien dans sa tête, le projet, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et quand il est enthousiaste et euphorique, il faut que tu amènes le bâton de carbone dans le réacteur pour refroidir la machinerie, parce que sinon, c'est là où tu perds du discernement. Donc, en fait, tu as toujours un rôle soit d'accélérateur quand il y a un peu de lenteur, soit de régulateur en minorant l'énergie, parce qu'il y a trop d'enthousiasme ou une espèce de surexcitation. Ouais. Donc, tu es toujours dans une espèce de situation où tu joues le frustrant. Ouais, tout à fait. Voilà, et quand tu joues le frustrant, t'as envie de dire nous parce que tu as envie de t'associer, tu vois, en disant ton plus et ton moins, ça fait ça fait l'équilibre. Et puis en même temps, le succès qui est opéré par celui qui porte le projet, c'est son succès. Dans ses choix, même si tu as co-construit un certain nombre de choix, mais c'est son succès, et tu es fier de son succès pour lui, parce qu'il se réalise sur les choix qu'il a fait, la passion qui est la sienne. Donc tu vois, voilà, il y a une espèce de... Tu es à la fois dans la coulisse, et en même temps, voilà, il faut pas non plus être froid et se désolidariser du sujet. Voilà, donc il y a une espèce de situation de régulation permanente qui fait que ça génère ça génère du stress et toujours une forme de vigilance absolue. Donc ça bouffe de l'énergie, ouais, ça bouffe de l'énergie. À la fois sur est-ce que les choix vont être bons, et en même temps, tu dois pas te comporter à la place d'eux. Parce que c'est lui ou elle le porteur de projet, et toi t'es qu'un soutien. Ouais. Voilà. Mais je le vis bien. Tant mieux. En tout cas, ça s'entend. On le vit bien. Et du coup, ça me sert en fait de transition vers la question, une question que je considère comme
soit subsistentielle, voire même existentielle, c'est pourquoi penses-tu pourquoi vouloir faire toujours plus ou vouloir toujours faire mieux? Moi, le toujours faire plus, c'est pas ma philosophie. D'accord. Toujours faire mieux, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait, tu crées les conditions cette fois d'une angoisse et pas d'un stress. Toujours essayer de faire mieux. Essayer de faire mieux. Mais moi, je te dirais, c'est ni faire plus, ni faire mieux, c'est faire autre chose ou différemment. Je trouve que c'est ça, en fait, qui est très enrichissant. Tu vois, moi, l'univers de la bière, ça m'était complètement étranger, pour reprendre l'aventure qu'on évoque. Donc, tu fais différemment, parce que tu n'abordes pas la bière comme tu abordes, je veux dire, une agence de voyage. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Tu n'abordes pas ça du tout de la même façon. Donc, c'est faire différemment. Je pense que ça permet de re-questionner un peu, ça permet de revisiter les pratiques, ça permet de pas s'ennuyer. Je pense qu'en fait, c'est pas faire plus, parce que plus, ça veut dire, dans une logique d'accumulation, je te le disais tout à l'heure, une fois que tu as le minimum, ou un peu, tu as un minimum confortable, un surminimum, c'est plus, pourquoi pas. Mais si c'est du plus pour risquer, enfin, moi, je suis joueur. Hein. Ouais. Je joue pas au jeu d'argent, enfin, mais je sais que je suis joueur, je suis un flambeur, en fait. Voilà, c'est un truc qui... Mais pour flambeur, mais est-ce que tu es conscient du risque? Oui, justement, c'est ça qui recul, quand même. Donc, ce qui permet aussi de prendre la décision d'aller de l'avant. Mais voilà, moi, on peut prendre en famille des décisions, parce que dans l'instant, c'est comme ça, puis à ce moment... Et puis voilà, puis il n'y a pas de regret, puis au contraire, ça va être un truc complètement délirant, et voilà, tu vois, là, on est en train de préparer nos 23 ans de mariage et les 20 ans des enfants, enfin 20 et 21, voilà, on va organiser une fête de malade, voilà, c'est un truc, voilà, on va flamber, mais donc, en fait, tu bosses comme un fou, pour ces moments-là, tu gagnes un peu d'argent, ou voilà, tu en fais ça. Ouais, c'est ça. Et quand tu en fais ça, je trouve ça, c'est juste génial. Voilà, c'est juste génial. Donc, faire plus pour avoir les moyens de faire différemment, oui, pourquoi pas, si tu veux. Mais faire plus comme étant une fin, non. Le faire plus... Non, faire plus, non. Juste pour faire plus, ça n'a pas de sens. Alors, faire mieux. Je pose cette question parce que beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une situation de multidimensionnement ou de personnes audacieuses, ils disent finalement, ont certainement reçu cette question de la part de leurs proches, de leur entourage, et peut-être que certaines d'entre elles n'ont pas la réponse. Et je trouve que ta réponse est extrêmement intéressante. C'est pas forcément, je répète ta réponse, c'est pas forcément toujours faire plus ou faire mieux, c'est faire différemment. Et je pense que c'est une réponse simple mais efficace. Voilà, enfin en tout cas c'est la mienne. Hein. Je pense que ceux qui nous écoutent peuvent aussi se retrouver là-dedans en disant si le plus et le mieux sert à faire quelque chose d'autre, si tu te réalises dans le quelque chose d'autre, tu vois. Si maintenant, c'est pareil, ça dépend des étapes de vie, ça dépend des situations de chacun. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce qu'il n'y a pas de jauge, tu vois. Non, il n'y a pas de jauge, mais je pense que faut pas trop intellectualiser les trucs. Il faut, pour ceux qui ont envie d'entreprendre, je pense que le passage à l'acte, c'est la meilleure école. Ouais. C'est la meilleure école. C'est celle, il faut faire le crash test, tu vois. Il faut se lancer dans le truc. Parce que sinon, tu conceptualises, tu tiens à distance une situation dans laquelle tu as envie d'aller, mais tu n'y vas pas. Et puis voilà, puis après, il faut quand même être prudent. Enfin, je pense que c'est très important. C'est très important, ça fait un peu leçon, mais je pense que ce que tu entreprends, il faut le faire avec de l'équilibre. Il faut le faire avec de l'équilibre. Tu es papa. Tu es dans une situation où tu sais qu'à un moment donné, il faut rendre des comptes. Voilà. Et donc, tu as pris des décisions qui sont engageantes sur du long terme, du très long terme, d'autres sur du moyen terme. Il faut que tu trouves ton équilibre. Tu ne peux pas faire tapis tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Ou alors, si tu le fais, t'es dans c'est un autre driver. Ouais. Mais je pense qu'il faut être un peu spontané. Il faut provoquer les opportunités en étant curieux, tu vois. Ouais. Faut pas avoir peur que sur 100 idées qui t'empêchent de dormir, il y en aura peut-être aucune qui trouvera une matérialité, aucune. Mais le fait d'avoir 100 idées amèneront les 100 suivantes, puis les 100 suivantes, et peut-être qu'au bout de la 1000e, tu en auras une demi qui va t'amener à faire un truc. Ce truc-là, fais-le à fond, que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine financier, économique.
dans le bénévolat, dans n'importe quoi, mais le simple fait de se mettre en situation de faire t'oblige vis-à-vis de toi-même déjà. Et si t'es obligé vis-à-vis de toi-même, bah faut y aller. Hein. Ouais. Pour résumer rapidement, ce que tu dis, c'est celui qui n'échoue pas ne gagne pas. Ouais, mais pas que. Il n'avance pas. Peut-être le mot gagner n'est pas le... Non, celui qui... Non, parce que échouer ou réussir, c'est la conséquence du passage à l'acte. Ouais. Moi, je pense qu'il faut... il faut. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas te révéler à un moment donné dans une situation dans laquelle tu te mets en position d'acteur. Ouais. Et je trouve que, tu vois, pour faire juste un petit mot là-dessus, je trouve qu'on est dans un moment où on a beaucoup plus d'observateurs que d'acteurs. Ouais. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui te racontent, qui émettent des opinions parfois très intelligentes, parfois pas du tout, mais on a tellement de gens qui se comportent comme des observateurs et non pas comme des acteurs que tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie d'être acteur, soyez-le, mais dans la proportion et dans la dimension qui vous met ni en péril, ni en situation d'imprudence. Mais écoute les médias, lis la presse, on est dans un moment de l'observation, on est dans un moment de la critique passive, on est dans un moment où il est de bon ton ou plus facile d'observer les choses et de les critiquer que de les faire. Bon, eh bien moi je suis un militant du faire. D'accord. Voilà. Et que ceux qui observent le faire s'engagent dans l'action et ensuite seront légitimes pour avoir une vue utile et une opinion, argumentée, pour pouvoir être légitimes dans leur expression. Je te remercie d'avoir remis en place ce que je pensais avoir bien résumé. Ah non, pardon, mais c'était pas ça, c'était juste... Au contraire, mais voilà, c'est extrêmement important. Parce que l'échec ou le succès, il est la conséquence la conséquence d'une action, ou d'un choix ou d'une décision, tu vois. Je comprends mieux et je pense que... en tout cas, je te remercie de nous faire part de ton expérience et ton recul et ta philosophie par rapport à cette thématique que l'on couvre aujourd'hui. C'est extrêmement... je pense que c'est passionnant et j'espère que ce sera déclencheur, du coup, pour d'autres personnes qui nous écoutent. On va finir sur trois questions. J'aimerais savoir quel bilan tu tires de ta situation actuelle. Ça, c'est la première question. Un bilan. Un bilan peut-être c'est pas peut-être le bon mot que tu essaies d'utiliser, mais un bilan, écoute, moi le bonheur. Le bonheur, super. Très bonne réponse. Deuxième question, dans 5 ans tu seras où, tu feras quoi? Toujours dans le bonheur, encore plus heureux. Non, mais là ça fait un peu, là ça va faire couillon comme réponse, mais c'est une très bonne réponse. Comment je pourrais te dire, dans 5 ans, j'aurai 50 ans, je serai où? Je serai où dans 5 ans? Franchement, tu sais quoi, je n'en sais rien du tout. Et je suis plus aujourd'hui je suis plus dans le temps qui se déroule, tu vois. Voilà, je serai où? Je serai dans un temps peut-être plus paisible, tu vois, dans un temps peut-être le temps de la sagesse, sans être dans le temps de l'ennui, mais dans le temps dans le temps du moins de stress, peut-être, tu vois, justement, parce que dans 5 ans, 5 ans, ça veut dire peut-être dans 10, hein, c'est pas la question, mais voilà, peut-être plus cool. D'accord. Mais je sais pas, je dis ça parce que voilà. On se revoit dans 5 ans. On se revoit dans 5 ans, mais je dis plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est avec un peu moins dans le côté. Je me sens un peu l'animateur des assiettes chinoises là. Tu sais, tu es le jongleur des assiettes chinoises. Ouais. Tu vois là, tu as plein d'assiettes au bout des cannes là, et puis il faut courir de partout encore. Voilà, donc. Peut-être que j'en ai cassé quelques-unes, j'en casserai encore, mais voilà, j'allais dire un petit peu plus, encore un peu plus cool, toujours un peu plus cool, ouais. D'accord. Et dernière question,
extrêmement importante. Ça fait quoi de se faire podcaster ? Deux choses. Moi, ça me ramène à ce que je te disais, à mes années d'adolescence où pendant 3 ans, j'ai été responsable d'une radio locale. Donc ça me ramène à ça avec ce micro devant moi. Donc c'est un pur bonheur, vraiment un pur bonheur. Et ça fait quoi et donc ça c'est un flashback dans un temps de ma vie qui était un temps très agréable. Et non, c'est flatteur, je trouve ça cool. Puis c'est un moment où t'as jamais l'occasion dans ta vie, ou très peu l'occasion dans ta vie de faire un peu comme ça une relecture des éléments qui te caractérisent en 50 minutes. Après, partager, j'espère avoir pas été trop lassant ou trop long ou trop compliqué dans la façon dont je voulais restituer une partie de ce qui fait un moment de notre vie. Voilà. Non, mais c'est puis très plaisant. Mais merci pour l'occasion, c'est cool. Mais j'ai hâte d'écouter ce que j'ai dit. C'est toujours le plus dur, c'est de s'écouter parler. Ouais, mais voilà. Bon, après, moi, j'ai un petit problème avec ça, du coup. C'est vrai. Non, mais il faut pas. En plus, tu t'exprimes trop bien. Ah oui, c'est gentil. Non, mais honnêtement, voilà. Donc, j'espère surtout avoir partagé un peu d'enthousiasme. Et si j'avais pas de message, mais tu vois, là, maintenant, en reprenant comme ça mentalement ce que j'ai pu dire, je crois que c'est ça. C'est du haut de mon petit tabouret. C'est dans l'action qu'on se découvre le mieux. Hein. Je trouve que c'est ça qui est sympa. Maintenant, c'est le dégel. Faites et vous réaliserez encore davantage, pour ceux qui avaient des doutes. Hein. Bah écoute, merci Stéphane. Avec plaisir. On va s'arrêter sur ces jolies paroles. Ça marche. Ces belles paroles qui j'espère, vont inspirer beaucoup de gens. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère que vous avez été inspirés par mon invité d'aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous souhaitez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou d'autres sites de podcast sur lesquels je suis présent et me mettre une note. Je suis également présent sur les réseaux sociaux et vous me trouverez en tapant sur Google Grégory Mirabella et Multiface. À très bientôt pour le prochain podcast de Multiface. Ciao ciao.